Black Woman Rock. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième émission de Black Woman Rock, l'émission qui met en avant les femmes audacieuses, ambitieuses, ces femmes qui nous inspirent, qui sont des rôles modèles pour la communauté des femmes afrodescendantes. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir dans notre studio Joanne Tatam, qui est auteure du livre J'arrête le superflu. Elle est coach et mentor. Merci Joanne d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Eh bien, je suis... tu m'as très bien présentée. Je suis effectivement l'auteur du livre J'arrête le superflu. Je suis aussi coach et mentor. Et en fait, mon job est absolument passionnant puisque j'accompagne justement des femmes ambitieuses et spirituelles. Et je les aide en fait à se concentrer sur l'essentiel, sur leur essence pour leur permettre d'oser enfin prendre la place qu'elles désirent et qu'elles méritent dans le monde, dans leur business si elles en ont un, et dans leur vie de façon générale, le tout en étant pleinement elles-mêmes. C'est tout un programme, mais c'est super chouette. Génial. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel ? Oui, alors on a combien d'heures devant nous ? Parce que c'était pas un chemin... Laisse-toi aller, on est libre, on est entre nous. Donc, je vais essayer de faire bref quand même, hein, je te rassure. Merci. Donc en fait, mon parcours professionnel, je dirais que ça a commencé il y a quelques années maintenant quand j'ai entamé des études de psychologie que j'ai interrompues parce que j'ai découvert Internet et je me suis dit waouh, c'est ça que je veux faire des sites web et donc j'ai fait ça tout simplement. Donc par passion, j'ai interrompu mes études, j'ai suivi une formation et j'ai travaillé comme ça pendant 8 ans dans la même grosse multinationale américaine jusqu'au moment où ça n'a plus trop fonctionné pour moi. Donc j'ai fait quelques arrêts maladie, ça c'est voilà pas très bien terminé et puis j'ai fini par négocier une rupture conventionnelle. Donc j'étais en France et en fait suite à ça j'ai pris un peu le temps pour justement me recentrer un petit peu sur moi, revenir un petit peu à l'essentiel et me demander ce que j'avais vraiment envie de faire et j'ai eu envie de retourner vers l'humain tout simplement. J'ai toujours eu envie de contribuer un petit peu au monde, de rendre le monde meilleur d'une façon ou d'une autre et bon les sites web c'était pas vraiment le chemin le plus droit pour le faire mais ça me plaisait bien et donc là je me suis dit bah tiens je vais chercher à me reconvertir donc évidemment, j'allais pas reprendre des études longues au point où j'en étais dans ma vie, mais voilà, j'ai vu que on pouvait être coach aussi, que c'était une autre façon d'accompagner les gens. Donc voilà, j'ai suivi une formation au métier de coach. J'ai évolué dans mon activité et plus récemment, j'ai décidé de me centrer plus principalement sur les femmes parce que tout simplement, je suis féministe. Donc voilà, donc j'ai envie que les femmes prennent leur place, j'ai envie qu'elles osent prendre leur place et j'ai envie de contribuer à leur empowerment et c'est de cette façon que je le fais. Alors, tu disais que tu étais dans les sites et que c'était pas tout à fait une façon de rendre le monde si beau. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que quand on va voir ton site, justement, il est magnifique et ça donne envie, justement, de t'intéresser à ce que tu fais parce que c'est un très bel univers que tu présentes. Alors, on constate que le métier de coach est assez récent finalement et que pour l'instant, c'est quelque chose qui a le buzz, c'est un métier qui a un peu la cote. Est-ce que tu peux un peu nous dire, selon toi, qu'est-ce qui fait cette émergence de ce secteur ? Bonne question. Alors, je pense que tout l'avantage du coaching par rapport à tout ce qui va être de l'ordre de la thérapie, parce que tout ce qui est thérapie, psychologie, etc., les gens commencent à connaître maintenant, mais en fait, ce qui se passe, c'est que on peut avoir envie de changer sa vie sans avoir de problèmes particuliers, en fait, sans avoir des soucis à régler avec son passé, etc. Et le coaching permet justement de faire ça. Le coaching est orienté vers l'avenir et est orienté solution et c'est un processus qui est court. C'est pas la même chose que quand on va voir un psy et que on peut y passer des années. Alors certes, il y a des thérapies brèves qui fonctionnent très bien, mais les thérapies
vont chercher à soigner. En coaching, on cherche en fait à se développer personnellement ou professionnellement. Donc, il n'y a pas forcément de problème réellement à la base. Il y a juste une situation qu'on souhaite améliorer. Et voilà, je pense que chacun à notre niveau, on a probablement envie on aspire souvent à autre chose. Et voilà, quand l'opportunité nous est donnée de travailler avec quelqu'un qui peut nous guider sur ce chemin, c'est quand même vachement plus simple. Exactement. Alors tu as différentes activités, tu as une palette de compétences assez large, donc tu fais du coaching collectif, individuel, des offres qui sont vraiment spécifiquement orientées vers les besoins de chacun. Tu fais aussi des vidéos, tu as ton blog où tu donnes plein de conseils, je dirais un petit peu magiques pour justement s'épanouir. Alors comment est-ce que tu combines un petit peu tout ça? Bonne question. Je ne sais pas, en fait. C'est parce que t'es coach que tu y arrives, en fait. En fait, c'est une question d'essayer des choses et de voir ce qui fonctionne pour soi. Je suis très présente sur beaucoup de réseaux sociaux. Je suis très active sur mon blog, en vidéo et à l'écrit. Et en fait, ma façon de combiner les choses, c'est de faire les choses que j'aime en ayant une vision de ce vers quoi je veux aller. Donc, je sais ce que je veux faire globalement, dans longtemps, ce que je cherche à obtenir dans ma vie et dans mon activité, ce que je cherche à permettre aux autres je suis en train de perdre ma phrase. Exactement. Et donc, tout ce que je mets en place, c'est une pierre à l'édifice, en fait. C'est un pas sur le chemin. Et voilà. Et tout s'articule pour moi de façon assez logique et assez naturelle. Donc mes vidéos sur YouTube qu'on retrouve sur mon blog, j'essaye de les faire suffisamment courtes pour qu'il y ait des astuces très concrètes, des choses qu'on puisse appliquer vraiment au quotidien, parce que parfois on a besoin d'un petit coup de pouce comme ça, limite une petite baguette magique. Et je passe plus de temps, je suis très présente sur Periscope du lundi au vendredi aux alentours de 12h30. Alors là je prends un peu plus de temps et ça me permet d'interagir aussi avec mon audience et de mieux connaître aussi les problématiques de chacune, puisque c'est l'occasion en live comme ça d'en savoir plus sur ce que les femmes qui me suivent traversent. Et puis à l'écrit, en fait, je me laisse vraiment guider par mon inspiration et par ce que je vis au quotidien, parce que finalement je grandis moi aussi avec mon audience, je grandis moi aussi avec mes clientes. Je suis moi aussi toujours dans un processus de développement personnel et professionnel. Alors, tu te situes finalement au cœur, au quotidien de toutes ces femmes. Et alors, j'ai pu le constater, tu as un public assez diversifié, assez métissé. Quand tu compares un petit peu, est-ce qu'il y a selon toi peut-être des défis ou des problématiques auxquelles sont davantage confrontées les femmes d'ascendance africaine? Alors, elles ne le formulent pas nécessairement, en fait. Quand elles viennent à moi, c'est pas nécessairement en notant le fait qu'elles ont des problématiques spécifiques par rapport au groupe femmes en général, en fait. Alors, si tu as un conseil à donner, par exemple, à des femmes ou des jeunes filles qui aimeraient bien suivre la même orientation professionnelle que toi, lesquelles ou lequel ce serait? D'entrer en contact avec des personnes qui ont suivi le chemin qu'on a envie de suivre, en fait. C'est ce que j'ai fait, moi, personnellement. Et c'est ce qui permet de s'assurer déjà que la voie qu'on a envie de suivre, c'est a priori celle qui nous conviendra le mieux. Puis ça nous permet d'avoir aussi différents sons de cloche, parce que entre ce qui a l'air d'être super sur le papier et puis ce qu'on vit au quotidien, il y a aussi une différence. Donc je dirais entrer en contact avec moi par exemple, mais aussi avec d'autres personnes qui auront des vécus très différents. Je sais que par rapport à d'autres femmes ou d'autres entrepreneurs de façon générale dans le domaine du développement personnel, j'ai un parcours un peu différent, ou en tout cas je dis que j'ai un parcours un peu différent parce que je dis que j'ai échoué au départ, en fait. J'ai fait un burn-out dans ma première année d'activité. Tout le monde parle pas forcément de ces échecs, en fait. Mm-hmm. Moi, j'en parle justement parce que c'est important pour moi de dire que c'est pas forcément facile, et que même si on se fait accompagner, même si on suit tout les étapes qu'on est censé suivre, ça peut ne pas bien se passer, mais ça veut pas dire qu'on est obligé de rester à terre, et on peut se relever. Je l'ai fait. Donc voilà, je recommande donc
contacter différentes personnes qui sont là où on a envie d'être en fait. Tout à fait. En t'écoutant et en te suivant, on voit justement comment tu as su si bien rebondir. Alors tu as écrit ce livre, J'arrête le superflu. Je voudrais te demander un petit peu qu'est-ce qui t'a inspiré et aussi en un mot nous dire qu'est-ce que c'est pour toi l'essentiel. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est ma vie, c'est mon quotidien. À l'époque, j'avais un site qui s'appelait Vie Simple, qui n'existe plus aujourd'hui. Et en fait, j'étais une dépensière compulsive. J'achetais énormément de vêtements, de chaussures, de sacs à main et j'en passe. Évidemment, j'en mettais pas la moitié. Et à un certain point, je suis arrivée à un moment où j'ai réalisé que ça ne me convenait pas, que je me sentais étouffée par toutes ces possessions matérielles. Donc, je parle des fringues parce que c'est ce qui était le plus qui me sautait vraiment au visage chaque matin quand j'ouvrais mon armoire pour me préparer, et je commençais à me sentir oppressée par toutes ces possessions matérielles qui servaient à rien finalement, et je me suis rendu compte que c'était une façon pour moi de trouver un peu plus de bonheur ou de me sentir mieux dans ma peau, etc. Et en fait ça venait résoudre vraiment finalement aucun problème. Donc voilà, je me suis fixé un challenge et d'essayer de me désencombrer progressivement. Ce que j'ai fait, je me suis rendu compte que je me sentais un peu plus légère en fait en revenant à l'essentiel. Ça veut pas dire que je cessais de consommer, mais que j'essayais de le faire de façon un peu plus réfléchie. C'est-à-dire vraiment me demander, mais est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que ça apporte quelque chose à ma vie? Si tu étais un dicton, une devise, qu'est-ce que tu serais? Le progrès plutôt que la perfection. Merci beaucoup, c'était parfait comme mot de la fin. Joanne, merci d'avoir accepté de nous partager ton expérience de vie intéressante, vraiment enrichissante. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième séquence de cette émission, Women's Matters. Irise kafra finyela Idise ka watafe watiti tabi abato irise kitolo malo weha Ikanafo kwikelele aluila sila lombe ombe disekola dunyaro ikananyina isa Alors, on poursuit avec notre séquence Women's Matter, où aujourd'hui nous avons décidé d'aborder la question du ghosting. Alors, le ghosting, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais en introduction, avant de céder la parole à Aïchatou, de nos jours, avec l'ère du tout numérique, on drague en un clic avec les réseaux sociaux, par exemple comme Tinder, mais ça veut dire également que l'on se quitte en un clic.
Oui, comme tu le dis, Ivoire, le ghosting devient une pratique qui est assez répandue parmi beaucoup de personnes. En effet, le ghosting, c'est quoi d'abord? Le ghosting, déjà, le mot vient de ghost, qui veut dire fantôme en anglais. Et donc, le ghosting, ça voudrait dire, entre guillemets, faire le mort, disparaître, ne plus donner signe de vie à son partenaire. Donc, c'est-à-dire que la personne qui ghost son partenaire ne répond plus aux SMS, ne répond plus aux appels, et donc laisse un peu son partenaire dans l'incertitude et dans l'incompréhension. En fait, il faut savoir, c'est pas du tout un mode de rupture assez nouveau. On connaît tous une personne, ou même à titre personnel, qui a déjà été victime de ce qu'on appelle le ghosting. Mais on se rend compte que c'est une pratique qui est de plus en plus répandue, comme tu l'as souligné avec la multiplication des applications et des sites de rencontres. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une étude qui a été faite par le Huffington Post en 2014. Donc, ils ont interrogé un échantillon de 1000 personnes. Et donc, ils sont arrivés à la conclusion que sur ces 1000 personnes, 11% des personnes interrogées avaient avoué avoir aussi ghosté, entre guillemets, une personne, donc c'est-à-dire ne plus avoir donné absolument aucun signe de vie à leur partenaire, et 13% de ces personnes avouaient, elles également, avoir subi le ghosting. D'ailleurs, à ce propos, donc des victimes de ce ghosting, on remarque aussi qu'il y a quand même une certaine différence entre hommes et femmes, parce qu'il y a une autre étude qui a été menée notamment par le magazine Elle, et qui démontre bien que 16% des hommes révèlent avoir été victimes de ghosting, tandis que quand même 24% des femmes révèlent avoir été victimes. Donc on se rend bien compte que c'est quelque chose qui devient assez banal, entre guillemets, dans la société d'aujourd'hui, mais qui laisse aux victimes de cette pratique quand même des séquelles assez... ça entraîne quand même des conséquences assez fâcheuses au niveau psychologique, l'incompréhension, l'amertume, etc. Donc beaucoup de personnes pensent que le ghosting a été causé justement par, comme je l'ai dit, la multiplication des sites de rencontres, l'avènement des réseaux sociaux. Et je veux savoir, qu'est-ce que tu en penses, Ivoire? Alors oui, comme tu l'as souligné, c'est très important parce que le concept, le terme est nouveau, mais c'est un phénomène qui a toujours existé. C'est un petit peu cette idée de laisser disparu, porter disparu sans laisser d'adresse. Mais sauf que ici, c'est une adresse numérique, une adresse digitale. Effectivement, la personne coupe tous les contacts via les canaux numériques, c'est-à-dire texto, Facebook, Internet, Instagram. Comme tu le soulignais, il peut y avoir des conséquences très douloureuses, vraiment insupportables, parce que finalement pour la personne c'est un petit peu lui renvoyer tu n'existes plus, tu ne fais plus partie de ma réalité, et donc le je est supprimé, et on se rend compte que c'est pour la personne une façon de perdre cette possibilité de pouvoir pardonner, d'être pardonné, mais aussi de réfléchir, de poser une question sur la question de la relation et comprendre pourquoi est-ce que la relation a mis un terme. Et on se voit que avec cette numérisation, on assiste quelque part à une commercialisation des affects, des relations amoureuses, avec tous les enjeux que ça peut poser au niveau social et au niveau psychologique, qui peuvent être parfois vraiment très très lourdes. On en revient à tout ce dont on a parlé avec toi, Joanne, cette question de comment être soi réellement, avec aussi les enjeux que la question de la numérisation pose au niveau de l'intimité, de la relation à l'autre. Alors, quel est ton avis sur ce phénomène du ghosting, Joanne ? Alors, dans un premier temps, au début, j'ai souri parce que ça m'a rappelé de mauvais souvenirs qui sont bien terminés, je précise. Mais je me suis fait ghoster il y a très longtemps. Effectivement, tu as prononcé le mot insupportable. Effectivement, c'était insupportable. Alors ça n'a pas duré trop longtemps en ce qui me concerne. J'ai suffisamment harcelé la personne pour finir par avoir des nouvelles. Mais en fait, c'est terrible parce que on passe effectivement par plusieurs phases. À la fois, on se demande mais est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose et personne me l'a dit ? Quand c'est une relation récente en plus, on sait que c'est comme si on n'existait pas totalement déjà, parce qu'on connaît pas forcément encore tous les amis ou la famille, etc. Et puis, effectivement, ça remet en question beaucoup de choses. C'est moi, je suis qui, je ne compte pas. Oui, tout à fait. Ce qu'on a vécu, c'était rien. Enfin, ça remet vraiment tout en question. Et
Et voilà, et c'est en tant qu'être humain, évidemment, on existe aussi par rapport aux autres, par rapport aux relations qu'on a aux autres. On peut pas faire abstraction de ça. Donc, quand on pense être en relation avec quelqu'un et que tout d'un coup cette personne disparaît dans la nature, c'est comme si tout d'un coup on se disait mais en fait j'étais en relation avec, c'était déjà un fantôme en fait dans la relation. La personne était pas vraiment là en fait, parce que on fait pas ça. Enfin, on imagine, on se dit, mais on peut pas faire ça à quelqu'un avec qui on a entretenu une relation et créé des liens. Exactement, c'est très important ce que tu viens de souligner, et les études et les témoignages le montrent. En fait, c'est une façon d'être dans la stratégie d'évitement. La personne n'a pas envie de se confronter à l'autre, parfois simplement pour éviter les réactions négatives, éviter de se remettre soi-même en question et quelque part ne pas faire face aux reproches et à la résolution du conflit en vrai. Et donc c'est une façon de se détourner, et cette stratégie du ghosting est malheureusement de plus en plus fréquente. On le voit aussi avec les doubles relations qui peuvent avoir lieu sur les réseaux sociaux, les histoires de tromperie. Alors on est pris de panique quand la personne le découvre, on se dit voilà, le plus simple c'est de tout bloquer pour ne pas se faire prendre, et la personne n'a pas le courage de se confronter à l'autre et d'exprimer sa volonté de confronter, se dit bon ben tant pis, ça va passer plus vite comme ça. Et effectivement, le ghosting a vraiment des effets néfastes au niveau psychologique. Donc le manque d'estime de soi, le questionnement de qu'ai-je pu faire pour mener la personne à ça, quelles sont les raisons de la rupture. Donc c'est pour ça que c'est comme Ivoire l'a souligné, c'est une manière d'éviter la confrontation, de ne pas donner de réponse, de ne pas s'expliquer sans prendre en considération en fait que on blesse la personne. Et donc c'est vraiment un mode de rupture qui est très peu élégant et assez lâche, si je peux me permettre de le dire. Qui est vraiment empreint d'une violence symbolique. Alors justement, Joanne, on en revient. Quel conseil aurais-tu à donner à une personne qui se fait ghoster? Est-ce que tu penses qu'elle doit être accompagnée, coachée pour pouvoir passer le cap, justement, faire le deuil de cette séparation d'une violence extrême finalement? Coachée ou suivie par un ou une psy. Parce que ce genre de choses, ça vient aussi faire effet miroir, ça vient appuyer sur des blessures qui sont probablement aussi déjà là. Oui. Dans toutes les relations qu'on a, il y a toujours un effet miroir, il y a toujours, quand quelqu'un nous dit quelque chose et qu'on a une réaction émotionnelle, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, qui est là quelque part. Donc ça peut être intéressant de travailler avec un ou une psy. C'est l'autre qui décide de rompre pour une raison ou une autre et qui veut pas se confronter et qui fuit. Et ça, c'est son problème à lui, sa façon de décider de mettre un terme à la relation. Donc c'est important de se recentrer sur soi, de chercher à se redécouvrir, voire se reconstruire, et garder en tête qu'on n'est pas responsable de la façon dont la personne a décidé de mettre un terme à la relation. Merci beaucoup, Joanne, pour ces précieux éclairages. Merci aussi à Aïchatou pour cette expertise par rapport à la question du ghosting. On passe maintenant à notre troisième séquence, la Woman Buzz.
La femme qui a fait le buzz ce mois-ci, c'est la sportive Serena Williams. Alors en effet, Serena Williams samedi dernier donc a gagné le tournoi de Wimbledon. C'était sa 7e victoire et donc ça fait son 22e tournoi de Grand Chelem qu'elle a gagné et donc elle a égalé la grande championne aussi de tennis Steffi Graf pour ce record. Alors, il faut savoir que Serena Williams, au-delà de ses accomplissements professionnels et de l'inspiration qu'elle représente pour de nombreuses femmes, est soumise à de nombreuses critiques sur son corps. Certains le jugent peu féminin, certains le jugent peu musclé. Justement, d'ailleurs, lors de cette rencontre samedi à Wimbledon, Serena Williams a été critiquée par des internautes sur Twitter parce que sa tenue trop moulante blanche laissait entrevoir ses tétons. Donc on se rend bien compte que le corps féminin noir continue aujourd'hui de susciter des critiques et parfois des fantasmes. Et en plus, si on prend en considération que Serena Williams est une sportive donc afro-américaine qui évolue dans un monde, dans un sport majoritairement blanc. Donc on peut donc constater qu'effectivement elle fait aussi preuve, elle est aussi victime de racisme et de misogynie et donc ça s'inscrit un peu comme je l'ai dit dans toutes ces fantasmes et ces représentations qu'on se fait du corps féminin parce que elle n'est pas la première sportive féminine à avoir un corps musclé, mais en tant que femme noire forcément elle est beaucoup plus attaquée à ce sujet. Maintenant, pour passer à autre chose, en parlant toujours de Serena Williams, après justement sa victoire, elle a fait une déclaration à propos justement des récents événements que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, elle a eu ces mots quand même assez forts. Elle a dit, je cite, « J'ai des neveux auxquels je pense. Dois-je les appeler et leur dire « Ne sortez pas, si tu prends ta voiture, ce serait peut-être la dernière fois que je te vois ». Donc voilà. Et elle a continué en disant « Je ne pense pas que la réponse soit de continuer à tuer nos jeunes hommes noirs aux États-Unis ». Donc c'est vraiment une prise de position très forte qui vraiment condamne en fait tout ce qui est en train de se passer, l'injustice raciale aux États-Unis. Elle n'a pas été la seule personnalité afro-américaine à avoir pris position, que ce soit Beyoncé dans une lettre ouverte ou Alicia Keys, John Legend, Queen Latifah. Cependant, moi, je voudrais aussi aller plus loin dans cette réflexion parce que c'est important justement de défendre ceci. Mais on constate aussi l'invisibilisation des femmes noires afrodescendantes dans justement le mouvement Black Lives Matter, parce qu'il faudrait savoir déjà que le Black Lives Matter a été créé par des 3 femmes afro-américaines. C'est la fin de cette deuxième émission de Black Woman Rock. On aura le plaisir de vous retrouver le 31 juillet à l'occasion de la journée internationale autour de la femme africaine. Mwanamke, collectif afroféministe en collaboration avec nos tendances Fashion Week Brussels, organise le premier forum à cette occasion en Belgique. Et bien sûr, Radio Beauté sera là pour un enregistrement exclusif d'une émission spéciale Black Woman Rock. Et n'oubliez pas, restez connectés. Cet hashtag, c'est le vôtre parce que c'est vous, les femmes, qui déchirent.